Est-ce que vous approuvez cette initiative des chefs d'État européens ? Que de temps perdu. Maintenant, on attend la suite, parce que là, il y avait des images, y compris dans le train qui amenait cette délégation à Kiev. Mais on attend la suite. Qu'on fait on rappelle quand même que malheureusement, l'invasion par les Russes de l'Ukraine date de février 2022. Mais qu'a fait Emmanuel Macron depuis cette date ? Qu'a fait l'Europe depuis cette date ? En fait, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que depuis que Donald Trump, avec tous ses excès, on se rappelle de cette rencontre à la Maison-Blanche entre Zelensky, qui était UBS, et Donald Trump. Je dis ubuesque parce que les propos étaient non seulement brutaux, mais sûrement déplacés. Mais les choses avancent, parce que l'Europe et Emmanuel Macron n'ont strictement rien fait depuis plus de 3 ans. Donc tant mieux, on attend de voir, de voir la suite. Oui, tout à fait. Donald Trump n'a pas réussi à faire entendre à Vladimir Poutine qu'il fallait cesser les bombardements. Est-ce que vous pensez que les Européens auront plus de chance ? Écoutez, quand on voit, encore une fois, on rembobine le film, depuis plus de 3 ans, non. Qu'a-t-il été fait ? Alors, s'il s'agit de faire en sorte que l'Ukraine se protège mieux, je pense par exemple, on va prendre un exemple, ce qu'on appelle le dôme de fer, vous savez, ce qui existe en Israël pour se mettre à l'abri des tirs de missiles, des tirs de drones. Moi, j'écoutais les informations, il y a encore eu des tirs sur l'Ukraine de missiles russes et ukrainiens. Oui, il faut bien sûr aider l'Ukraine, et il faut absolument faire en sorte que la Russie ne remporte pas ce conflit. Je renvoie juste à la proposition qu'a tout de suite fait Marine Le Pen et Jordan Bardella il y a plus de 3 ans. Une conférence internationale sous l'égide de l'ONU, avec évidemment l'Ukraine, la Russie, mais surtout l'ensemble des pays qui bordent la frontière. Je pense aux pays baltes, à la Roumanie, la Bulgarie, puis évidemment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Parce que l'étape d'après, selon Emmanuel Macron, dont aujourd'hui en France, le Parisien, ce sont des propos rapportés, ce sera de mettre des troupes au sol, sur le sol ukrainien, pour assurer la défense de l'Ukraine. Le RN n'y est pas favorable aux troupes françaises en Ukraine. Est-ce que ça veut dire que vous avez demandé un débat à l'Assemblée nationale là-dessus ? Non, mais Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont déjà exprimés sous mandat de l'ONU. Oui, d'accord, pour des troupes, mais sous mandat de l'ONU. Hors de question d'envoyer des troupes françaises comme ça, demain, au sol. Si on se fait attaquer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez demandé un débat à l'Assemblée nationale là-dessus ? Écoutez, un débat, ça ne nuit pas au débat démocratique. On en a déjà eu un, oui, pourquoi pas un autre. Mais s'il s'agit d'engager des troupes françaises à l'étranger, je pense qu'un débat à l'Assemblée nationale s'impose. La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, c'était il y a 80 ans. Ça a été célébré partout en France jeudi. Le 8 mai reste une date ancrée dans la mémoire des Français. Pour la Russie, c'est le 9 mai. Et cette année, pour le 80e anniversaire, Vladimir Poutine avait fait organiser un défilé majestueux en présence d'une vingtaine de dirigeants du monde entier, dont Xi Jinping pour la Chine ou Lula pour le Brésil. Vendredi, sur la place rouge, Vladimir Poutine a prononcé un discours très politique. La Russie était et reste une barrière imbattable contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme. Et elle luttera contre les outrages des adeptes de ces idées destructrices et agressives. Philippe Ballard, quand Vladimir Poutine se décrit comme le rempart contre le nazisme en Europe, en référence à la guerre en Ukraine, et dénonce la russophobie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais non, s'il s'agit de condamner la Russie parce que, et ça a toujours été le point de vue du Rassemblement national de Marine Le Pen, Jordan Bardella depuis le début, il y a un pays qui a agressé, c'est la Russie. Et puis il y a un pays qui a été agressé, c'est l'Ukraine. Donc dire il y a une russophobie qui se développe parce que on dit que la Russie a agressé un autre pays, on comprend pas très bien le rapport. La russophobie, ça n'existe pas pour vous. Non, mais c'est des propos de circonstance. Enfin voilà, faut pas être en clair pour comprendre ça. Mais ces images sont très intéressantes pour deux raisons. Déjà, par les personnes qui sont présentes, parce que il y avait le président chinois, et le président brésilien et le président vénézuélien également. Pourquoi sont-ils là ? Parce qu'en fait, avec les sanctions qui ont été prises, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de sanctions contre la Russie, mais elles ont mal été calibrées. On en est au 16e train de mesure. On a poussé la Russie dans les bras de la Chine. C'est-à-dire, c'est matière première plus matière grise. Premier danger. Et puis deuxièmement, quand on voit ces images qui sont impressionnantes par l'aspect militaire des choses, mais on a l'impression, alors je vais employer l'expression qui est peut-être mal choisi, mais de tigre de papier. Parce que quand on voit l'arsenal qui est déployé, on se dit, mais en 2 heures, ils sont à Kiev. Enfin, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant, que la Russie piétinent sur la frontière. Ils sont obligés de demander à des soldats nord-coréens de venir leur prêter main forte. Ils ont conquis 0,7% du territoire ukrainien en 2024. Donc c'est pas une menace, vous dites. L'armée russe n'est plus une menace. Quand on voit le résultat, on peut légitimement se poser la question. Alors après, est-ce que la Russie peut être, oui, les cyberattaques, il y en a. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, oui, évidemment. Mais la puissance armée ou militaire de la Russie, vous n'y croyez pas ? Mais on peut s'interroger pourquoi, avec ces images, cet arsenal qui est montré sous nos yeux, il n'arrive
n'arrivent pas. On se souvient qu'en février 2022, ça relativise un petit peu leur intervention en Ukraine quand vous dites ça. Pourquoi, avec tout cet arsenal, ils n'arrivent pas Donc à ils n'ont pas envie d'envahir l'Ukraine alors. Je ne sais pas si c'est une envie ou une possibilité, tout simplement. Pourquoi ils appellent des soldats nord-coréens ? Voilà, c'est des questions légitimes qu'on peut se poser, alors, sans aller plus. Voilà. Vladimir Poutine a parlé de nazisme à propos d'antisémitisme, de racisme. Ce sont des thèses qui connaissent un regain en Europe. Je voudrais montrer une image d'hier à Paris. 1 millier de manifestants d'ultra-droite, ce sont les chiffres officiels de la préfecture de police, habillés de noir, le visage dissimulé, en mémoire d'un militant de l'œuvre française mort il y a 31 ans, avec un slogan « Europe, jeunesse, révolution ». C'était le mot d'ordre du GUD, syndicat d'étudiants, qui a été dissous l'année dernière par Gérald Darmanin. Pour vous, est-ce que Bruno Retailleau, qui a lancé la dissolution de la Jeune Garde ou d'Urgence Palestine, devrait être aussi vigilant et ferme face à ces mouvements-là? Alors, j'ai regardé en fait le jugement du tribunal administratif de Paris, puisque dans un premier temps, ce défilé avait été interdit, et le jugement dit il y a eu ce même défilé l'an passé et aucun des manifestants n'a été poursuivi. Donc, on autorise ce rassemblement. Deuxième point, est-ce que c'est normal il n'y a personne. Non, mais il n'y a pas. Attendez, pardon, mais il n'y a personne du Rassemblement national dans ce. C'est pas la question. Cortège. Je vous demande, en tant que responsable politique, est-ce que vous trouvez normal qu'en France, on défile avec des croix celtiques et des visages masqués? Écoute, s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, s'il n'y a pas de slogan raciste, antisémite de prononcer, encore une fois, moi je m'en remets au jugement du tribunal administratif. Mais on pourrait se poser une autre question. Quand il y a des manifestations dans les rues de Paris organisées par l'extrême gauche, par la France insoumise, avec des personnes qui frayent avec l'islamisme et qui prononcent des propos antisionistes, on pourrait avoir la même... Là, je parle de visage masqué, oui, c'est interdit en France. Ah ben non, mais visage masqué, on est complètement contre. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a pas eu d'arrestation. Visiblement, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Là, faut questionner le préfet. Ça pourrait. Faut questionner le préfet de police. Là, et au-delà, est-ce que vous cautionnez aussi Bruno Retailleau? Non. Est-ce que Bruno Retailleau a des comptes à rendre sur cette manif? On ne cautionne pas ces images. On n'a pas à défiler masqué dans les rues de Paris. Est-ce que Bruno Retailleau a des comptes à rendre? Écoutez, le préfet de police aurait pu intervenir. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu des incidents vers Montparnasse, notamment, quand des groupes d'ultra-gauche ont voulu rentrer en contact avec le cortège. Il y a eu 13 interpellations de mémoire dans les rangs de l'ultra-gauche. Et zéro dans ces rangs-là. Écoutez, nous, défiler, on voit ces images masquées. Non, on n'a pas défilé masqué dans les rues de Paris. Personne du Rassemblement national ne s'y trouvait. C'est pas la question. Et je n'y serai pas, évidemment. Ça n'était pas ma question. Oui. Gabriel Attal a déposé une proposition de loi pour élever le capitaine Dreyfus au rang de général de brigade, 130 ans après sa condamnation et son exclusion de l'armée française sur fond d'antisémitisme. Est-ce que vous voterez pour? Écoutez, là je vous réponds à titre personnel parce que j'ai pas la position de vous. Moi, oui, évidemment, pourquoi pas. Par contre, c'est quand même cette proposition qui vient de Monsieur Attal, qui a quand même planté les comptes publics du temps où il était Premier ministre. Bon, il y a eu ses prédécesseurs qui n'ont pas fait mieux, mais déposer une proposition de loi, encore une fois, que je pourrais très très bien voter sur le capitaine Dreyfus, je pense que il pourrait peut-être avoir d'autres idées de propositions de loi et se regarder dans un miroir. Le manque de médecins. Un sujet de préoccupation pour des millions de Français. Mercredi, les députés ont voté une proposition de loi pour limiter l'installation des nouveaux médecins dans les zones mieux pourvues qu'ailleurs. Contre l'avis du gouvernement, les 8 députés RN présents se sont abstenus. Majorité 55 pour 99 contre 9. L'Assemblée a adopté. Voilà des années que nous essayons les uns les autres de conduire ce débat contre les déserts médicaux. Voilà 3 années que nous avons fait vivre un groupe transpartisan ici à l'Assemblée nationale, considérant que nous pouvions construire ensemble, au-delà de nos différences, des majorités de projets, des majorités d'idées, des majorités de convictions. Philippe Ballard, le Rassemblement national s'est abstenu lors du vote de cette proposition de loi. Est-ce que ça veut dire que le RN est contre le fait d'obliger les médecins à aller s'installer dans les déserts médicaux? Alors, plusieurs choses. Déjà, on s'est abstenu. Parce que moi j'ai vu les comptes rendus, on a voté contre, on s'est abstenu. Il y avait des bonnes choses et il y avait des mauvaises choses dans ce texte de loi. Contrairement à ce que dit M. Garot, ce n'était pas un texte transpartisan. Parce que nous, on a été exclus. Voilà, on fait juste 37% des voix aux élections législatives. C'est pour ça que vous abstenez, en fait. Non, mais c'est quand M. Garot dit c'est un texte transpartisan, c'est complètement faux. Alors les déserts médicaux, c'est un problème, mais fondamental. Moi, je suis élu de l'Oise, moi, c'est plus un désert médical, c'est une toundra médicale. Donc, oui, vous êtes le département l'un des moins bien classés en équipement médecin. Mais dites-moi, sur le fond, est-ce que vous êtes pour ou contre l'installation obligatoire des médecins dans les déserts médicaux? On est pour la liberté d'installation, parce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que le titre est trompeur, en fait, de cette proposition de loi. Si vous suivez la logique,
entre guillemets, de cette proposition de loi, vous allez à l'encontre en fait du but recherché. Que vont faire les jeunes médecins? Je veux dire, il y en a une grande partie qui va partir à l'étranger parce que c'est facile. Donc on ne fera qu'accroître le problème. Donc vous êtes on a contre des cette solutions proposition de loi, oui, en fait. mais il y en a d'autres. Il y en a une autre qui vient du Sénat, par exemple, voilà. Qui a plutôt François Bayrou a fait des propositions également. Là aussi, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du pas bon. Pour resituer, François Bayrou, et ça ressemble un petit peu à ce que fait le Sénat, dit qu'il faudrait que les médecins aillent faire 2 jours de permanence de consultation dans les déserts médicaux, contre échange financier un petit peu, pour les dédommager. Ça, c'est une formule qui vous irait. Si vous arrivez à avoir le mode d'emploi, bravo. Hein. Parce que, c'est-à-dire, ces personnes, ces médecins, vont s'absenter de leur cabinet, donc ils ne soigneront plus les patients, pour aller en soigner d'autres qui, eux, n'ont plus de médecins. Enfin, c'est un 2 jours par mois. Hein. 2 jours, oui. C'est un peu... Mais ça, est-ce que ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il y a d'autres... Mais non, il y a d'autres... Mais enfin, c'est une usine à gaz. Enfin, je ne sais je comprends, même mais il pas faut comment... agir. Alors, qu'est-ce oui, que vous proposez? très bien. Je vais vous dire. Par exemple, le numerus apertus, il faut le lever parce que Emmanuel Macron nous dit oui, 8 à 10 ans, tout à fait. Mais il faut. Après, on peut accorder, par exemple, aux pharmaciens tout ce qui est la bobologie, plutôt que d'aller encombrer les urgences ou trouver un médecin qu'on ne trouvera pas. Parce que les déserts médicaux, il faut quand même rappeler que ça touche 87% du territoire national et qu'il y a 10 millions de Français qui n'ont plus de médecin traitant. Et quand même, accordez-nous qu'on est absolument pour rien dans ce constat, puisque on paye 40 ans d'expérience. Mais là, il y a 2 propositions sur la table, il n'y en a aucune qui vous va. Je vous dis. Non, mais pas, encore une fois, il y avait du bon, il y avait du moins bon. On s'est abstenu. Mais oui, mais nous, on a des propositions. Je vous dis, par exemple, pour les pharmaciens, pour les médecins retraités, exonérés, pour ces médecins qui sont à la retraite, en libéral, et qui vont exonérer leur revenu de l'IRPP, par exemple, l'impôt sur le revenu. Pour l'instant, ils sont exonérés de taxes sociales. Donc, augmenter le rôle des pharmaciens pour toutes ces fonctions, ces auxiliaires médicaux, comme on les appelle, infirmiers, par exemple, qu'ils aient davantage de tâches à accomplir. Ça suffirait pour combler... Non, mais là, on paye... Enfin, il faut être lucide, quand même. Là, on manque de médecins à l'instant T. Encore une fois, on n'y est pour rien. Donc, il faut trouver mais sans obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Non, mais parce que ça sera contre-productif. Et puis, pardon, mais un médecin qui s'installe, il a en gros 30 ans. Mais il est marié, il a des gamins, donc on ne va pas l'obliger à aller s'installer là où il n'a pas envie d'aller s'installer. Enfin, encore une fois, ça sera contre-productif. On va accueillir Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Bonjour Philippe. Et d'abord, chose vue, parce que vous étiez le 1er mai, vous, pour France Inter, au meeting de Narbonne, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Et vous avez vu certaines petites choses. Enfin, j'ai senti en tout cas une grande distance entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, et alimentée aussi par les militants qui semblent encourager une sorte de concurrence entre les 2 têtes du parti. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Pas du tout. Alors, c'est votre sentiment. J'ai fait votre métier des dizaines d'années, donc je respecte profondément la liberté de la presse. C'est votre jugement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et si vous voulez, je vais peut-être vous décevoir, mais on n'est pas un parti comme un autre. Nous, on a Marine Le Pen, candidate naturelle à l'élection présidentielle, et Jordan Bardella, le président du parti, qui a fait aux européennes 33% des voix, et tout le monde est uni. Voilà. D'accord, pas de concurrence entre les deux. Non, absolument pas. Alors Marine Le Pen a redit, et vous le dites aussi, qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle en 2027. Si elle en est empêchée à cause de la justice, est-ce que quelqu'un qui ne serait pas de la famille Le Pen pourrait prendre sa suite? Et on va attendre déjà, si vous avez le jugement qui sera rendu en août, à peu près dans cette zone-là, peut-être septembre 2026, on est preneur, hein, ça va nous aider un petit peu. Pour l'instant, encore une fois, Marine Le Pen est notre candidate naturelle. Marine Le Pen, en 2012, fait 17% des voix. En 2017, elle fait 33% au deuxième tour, et là, elle fait 43% à la dernière présidentielle. Donc je pense là, elle a déjà l'expérience, elle a une légitimité, elle est reconnue auprès des Français, et voilà, et elle a un parti derrière. C'est-à-dire que Jordan Bardella n'a pour l'instant pas les bons critères, puisque vous le dites, Marine Le Pen a des... On s'habitue à... Là, on en a, je pense, pour un peu plus d'1 an à avoir ce genre de questions tous les jours. Et c'est normal. Donc, mais encore une fois, je fais votre métier, je poserai les mêmes questions. Donc, il n'y a pas de souci. Marine Le Pen est notre candidate naturelle. Alors, évidemment, je pense à Louis Alliot, qui a été interrogé, à qui on a posé la même question dans une émission dominicale il y a 3 semaines, et qui a dit, oui, mais Jordan Bardella, il a déjà fait 2 européennes tête de liste. Ce sont des mini-présidentielles, hein, les européennes. Voilà, et Louis Alliot a très bien fait de prendre cet exemple. Alors, justement, en cas d'impossibilité. Mais on ne se pose pas dans cette hypothèse. J'ai bien compris. Alors, en cas de dissolution, qui est toujours possible, qui mènerait la bataille? Puisque Marine Le Pen ne peut pas se représenter en l'état aujourd'hui, et Jordan Bardella est député européen, donc il ne peut pas mener une campagne pour les législatives, a priori. A priori, oui. Enfin, on peut toujours démissionner. Vous savez, on a des députés
à l'Assemblée nationale qui était député européen. Donc, Jordan Bardella pourrait démissionner. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il n'y a pas d'incompatibilité institutionnelle à ça. Et je pense qu'une campagne comme ça se mène à deux, tout simplement. Merci Laurence. Un moment très attendu mercredi prochain, ça va être l'audition de François Bayrou dans l'affaire Betterham devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Eh bien, que la lumière soit faite sur tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé à la fois dans cet établissement. Moi, je réécoutais sur une antenne du service public des témoignages d'enfants qui s'étaient trouvés dans cet établissement. Enfin, mais qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Qu'il nous dise tout ce qu'il a à nous dire. Vous n'avez pas été convaincu jusqu'à maintenant par ses explications. Et que le rapporteur mène les auditions en étant constructif. C'est Paul Vannier, député LFI. LFI. Mais ils sont co-rapporteurs. Il y a aussi Violet Spilbou. Absolument, qu'on fasse la même chose. Parce que vous mettez en cause leur impartialité ? J'ai assisté à quelques-unes des auditions. Des fois, c'était franchement un peu à charge quand même. Alors, une commission d'enquête parlementaire, c'est une commission d'enquête. Donc, à charge, forcément. On doit poser des questions. Oui, mais enfin, moi, j'ai vu la France Insoumise aussi à l'œuvre. Il y avait une autre commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des chaînes de la TNT. Je peux vous dire, à la limite, c'était même plus un rapporteur. Là, c'était Robespierre. Alors, qui posait des questions. Juste une chose quand même, parce que le RN est un peu silencieux sur cette affaire Notre-Dame de Betterham. J'ai regardé, je regarde les questions au gouvernement. Il y en a eu 0 de la part du RN. Il y a une gêne du RN sur non, cette pas affaire. du tout. Non, mais encore une fois, moi, ou vous voulez pas accabler François Bayrou d'enquête. Mais non, on est la vérité, toute la vérité avec la vérité. Voilà. Si François Bayrou a des choses à dire importantes, qu'il le dise le 14 mai à partir de 17h. Il a dit des choses déjà. Il a dit des choses à l'Assemblée devant la représentation nationale. Il vous a pas convaincu. Il faut tout croiser, corroborer, voir si ce qu'il a dit. Pour l'instant, il vous a pas convaincu. Mais enfin, on a bien compris. Encore une fois, vous avez compris que moi, je suis député RN. J'appartiens pas du tout au bloc central. Mais enfin, quand je vois la façon dont, notamment la France Insoumise, mais pas que les écologistes aussi, se comportent dans cette affaire, on peut se demander si vraiment il se comporte tout à fait... C'est la ligne de défense de François Bayrou que vous reprenez là. Non, mais j'essaie d'être juste équitable. Voilà. Et encore une fois, si François Bayrou a caché des choses, il devra en répondre, y compris devant la justice, si les faits sont avérés. Autre élément important, c'est demain. Le début du débat sur la fin de vie en France. Les soins palliatifs, ça fait l'unanimité, ça on est d'accord. Mais sur l'aide active à mourir, est-ce que le RN votera contre par principe ou est-ce que vous apporterez des amendements et des lignes rouges ? Alors, il y a des amendements. Moi, j'ai déposé des amendements comme quasiment l'ensemble de mes collègues. Oui, vous faites bien. Faut expliquer les choses très rapidement. Il y a les soins palliatifs. C'est un scandale dans ce pays. C'est là où il faut aller. Il y a 50% des gens qui décèdent qui auraient dû avoir droit à ces soins palliatifs. 25 départements n'y ont pas droit. Donc après, il y a liberté de choix. Chacun se déterminera en son âme et conscience. Dans mon groupe, moi, je voterai contre parce que j'ai lu le livre de Claire Fourcade, notamment, qui est médecin et qui travaille dans des unités de soins palliatifs. Quelle société voulons-nous pour demain ? Voilà, oui aux soins palliatifs, c'est normal la moindre des choses, mais attention, prenons du recul. Juste une phrase, aux Pays-Bas, celui qui a porté cette loi il y a plus de 20 ans dit maintenant, si j'avais su ce que ça allait devenir, jamais je n'aurais porté cette loi. Merci beaucoup, bon dimanche. D'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Petit.